Bonjour à tous ceux qui cherchent un refuge au milieu des tempêtes mentales. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement ressenti ce sentiment accablant que vos pensées ressemblent parfois à des ennemis déterminés à vous voler votre paix intérieure. Peut-être traversez-vous une période difficile en ce moment, ou peut-être en avez-vous simplement assez d'être pris en otage par des circonstances extérieures qui semblent avoir le pouvoir de déterminer votre humeur et votre bien-être. Quel que soit votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage et, plus important encore, qu'il existe des outils puissants qui aident les gens à trouver la sérénité, même dans les moments les plus difficiles, depuis des siècles. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne dont on lit les livres d'histoire. C'est une approche concrète et vivante pour faire face aux aléas de l'existence humaine. Née dans la Grèce antique et développée à Rome, cette philosophie a été créée par des personnes ayant affronté la guerre, l'exil, la perte d'êtres chers, une maladie incurable et même la menace de la mort. Les stoïciens n'étaient pas des théoriciens isolés dans leur tour d'ivoire, c'étaient des personnes comme vous et moi, cherchant des moyens de bien vivre dans un monde imprévisible et souvent douloureux. Il est fascinant de constater à quel point les enseignements d'hommes comme Sénèque, qui a dû affronter l'exil et être condamné au suicide, Épictète, qui a vécu comme esclave, et Marc Aurèle, qui, malgré son empereur, a subi d'innombrables pertes personnelles, restent d'une grande actualité à notre époque marquée par l'anxiété, la dépression et le burn-out. Ces philosophes ne promettaient pas une vie sans difficulté, au contraire, ils reconnaissaient la difficulté inhérente à l'existence humaine. Ils proposaient cependant quelque chose de bien plus précieux, une méthode pour développer une force intérieure qu'aucune circonstance extérieure ne pourrait ébranler. Ce que vous apprendrez dans cette vidéo ne se résume pas à des concepts abstraits. Ce sont des principes éprouvés qui, appliqués avec constance, ont le pouvoir de transformer votre relation avec vos pensées, vos émotions et le monde qui vous entoure. Il est intéressant de constater combien de ces pratiques stoïciennes sont désormais validées par la science moderne et intégrées à des thérapies contemporaines comme la thérapie cognitivo-comportementale. Dans les prochaines minutes, nous explorons 9 principes stoïciens qui peuvent servir de bouclier à votre esprit. Des principes qui, une fois intériorisés, vous permettent de traverser n'importe quelle tempête émotionnelle avec un calme surprenant. Je ne dis pas que vos problèmes disparaîtront comme par magie, mais je vous promets que votre capacité à les gérer sera considérablement renforcée. Si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou si vous vous sentez simplement dépassé par la vie moderne, je vous invite à ouvrir votre esprit à ces enseignements intemporels. Peut-être, comme moi et des milliers d'autres, trouverez-vous dans les paroles de ces philosophes anciens la sagesse nécessaire pour naviguer dans les eaux tumultueuses de notre existence. Commençons ce voyage ensemble, en explorant comment construire un esprit inébranlable, quelles que soient les épreuves de la vie. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'accord ? Principe 1, dichotomie du contrôle. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Sous notre contrôle se trouvent nos opinions, nos impulsions, nos désirs et nos aversions, bref, tout ce qui est notre propre production. Hors de notre contrôle se trouve notre corps, nos biens, notre réputation, notre position, bref, tout ce qui n'est pas notre production. Ces mots, écrits par le philosophe Épictète dans son manuel, Enchéridion, constitue peut-être le fondement le plus puissant de toute la philosophie stoïcienne. Bien qu'écrits il y a près de 2000 ans, ils n'ont jamais été aussi pertinents qu'aujourd'hui, à une époque où nous sommes constamment assaillis par des stimuli et des soucis incessants. Réfléchissez un instant, combien d'heures par jour passez-vous à vous soucier de choses sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle ? La météo du lendemain. Ce que les autres pensent de vous. L'économie mondiale. Le comportement d'inconnus en ligne. Les décisions politiques. La pandémie. La liste est longue, n'est-ce pas? Et maintenant, posez-vous cette question cruciale, dans quelle mesure cette période d'inquiétude a-t-elle entraîné un réel changement dans la situation actuelle? Probablement aucun. Au contraire, elle n'a engendré que de l'anxiété, des nuits blanches et un sentiment accablant d'impuissance. C'est là que la dichotomie stoïcienne du contrôle offre une clarté libératrice. Ce principe nous invite à faire une distinction simple, mais profondément transformatrice, dans tout ce que nous rencontrons. Est-ce sous mon contrôle? Ou est-ce hors de mon contrôle? Si quelque chose est sous votre contrôle comme vos jugements, vos décisions, vos efforts, vos valeurs, alors consacrez toute votre énergie et toute votre attention. Si quelque chose échappe à votre contrôle comme les résultats de vos efforts, les opinions des autres, les événements mondiaux, le passé ou les actions d'autrui, alors exercez-vous à l'accepter comme faisant partie intégrante de la nature des choses. Cela paraît simple, n'est-ce pas? Mais en pratique, cette distinction exige un travail intérieur constant.
Notre esprit a tendance à s'accrocher à ce que nous ne pouvons contrôler, créant des scénarios du type « et si ?» qui alimentent notre anxiété. Prenons un exemple concret, imaginez que vous avez une présentation importante demain. Sur quoi pouvez-vous agir? Votre préparation, le temps que vous consacrez à l'entraînement, un repos suffisant la veille, le contenu de votre présentation. Sur quoi pouvez-vous agir? L'appréciation de votre supérieur, les problèmes techniques imprévus, les questions hostiles dans l'auditoire, votre promotion. Un exercice transformateur consiste à dresser une liste de vos inquiétudes sur 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, indiquez tout ce qui est sous votre contrôle. Dans la colonne de droite, indiquez tout ce qui est hors de votre contrôle. Ensuite, concentrez-vous exclusivement sur la colonne de gauche. Pourquoi est-ce si efficace pour notre santé mentale? Parce que l'anxiété se nourrit de l'illusion de contrôler l'incontrôlable. En acceptant les limites de notre pouvoir, nous devenons paradoxalement plus puissants, dirigeant notre énergie uniquement là où elle peut réellement faire la différence. Comme le conseillait sagement Épictète, utilisez au mieux ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il vient. Il ne s'agit pas de résignation passive, mais d'un engagement stratégique et avisé face à la réalité. Lorsque nous maîtrisons ce premier principe, nous posons les bases de tous les autres. C'est comme ajuster le prisme à travers lequel nous percevons le monde correctement, soudain, tout devient plus clair et notre réaction émotionnelle devient proportionnelle à ce qui compte vraiment. Notre esprit, auparavant submergé par 1000 préoccupations futiles, peut désormais se concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer. Et c'est précisément la voie vers notre prochain principe, une fois que nous comprenons ce qui échappe à notre contrôle, l'étape suivante consiste à développer une saine indifférence envers ces éléments extérieurs. Voyons comment cultiver cette attitude stoïque qui nous protège de la manipulation émotionnelle des circonstances extérieures. Principe 2, indifférence aux extérieurs. Lorsque les stoïciens parlent d'indifférence, ils ne suggèrent pas une froideur émotionnelle ou une apathie envers la vie. Ils proposent quelque chose de bien plus subtil et puissant, une relation équilibrée avec les choses extérieures qui ne nous laissent pas à leur merci. Les stoïciens avaient un terme spécifique pour cela, adiaphora, qui désigne tout ce qui n'est ni intrinsèquement bon ni intrinsèquement mauvais d'un point de vue moral. Réfléchissez un instant, combien de fois votre journée a-t-elle été complètement gâchée par un événement relativement insignifiant? Un commentaire critique sur les réseaux sociaux. Un embouteillage qui vous a retardé. Une tasse de café renversée sur votre nouvelle tenue. Une promotion qui n'a pas abouti. Dans chacun de ces cas, ce n'était pas l'événement en lui-même qui était à l'origine de votre détresse, mais l'importance disproportionnée que vous lui accordiez. Les stoïciens nous enseignent que des choses comme la richesse, la célébrité, le statut social, le confort physique et même la santé sont préférables, mais pas essentielles à une vie épanouie. Ils ont établi une hiérarchie des valeurs où seule la vertu, que nous explorons plus tard, est considérée comme un véritable bien. Tout le reste des biens matériels aux relations, en passant par votre propre vie relève de la catégorie indifférent. Cela paraît radical, n'est-ce pas? Mais c'est en réalité libérateur. Quand on cesse d'attribuer une valeur absolue aux choses extérieures, elles perdent leur pouvoir de contrôle sur notre état émotionnel. On peut préférer le succès à l'échec, la santé à la maladie, la richesse à la pauvreté, mais notre bonheur ultime ne dépend d'aucune de ces choses. Par exemple, si vous recevez des critiques au travail, la réaction la plus courante serait de vous sentir immédiatement attaqué, sur la défensive ou découragé. La réaction stoïque serait de penser, cette critique en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Ce n'est qu'une information. Ce qui compte, c'est la façon dont je choisis de l'interpréter et d'y répondre. Ce changement de perspective ne vous rend pas indifférent au sens où vous vous en fichez, il vous rend indifférent au sens où vous ne maîtrisez plus vos émotions. Un exercice efficace pour développer cette saine indifférence consiste à réagir de manière neutre aux événements potentiellement perturbants. Lorsqu'un événement qui vous angoisse ou vous met en colère se produit, marquez une pause consciente et dites-vous, c'est de l'indifférence. Elle n'a aucun pouvoir sur ma paix intérieure, à moins que je ne lui en donne le pouvoir. Sénèque, l'un des grands maîtres stoïciens, pratiquait régulièrement ce que nous appelons aujourd'hui la répétition de la privation. Il vivait délibérément quelques jours comme s'il avait perdu ses biens, pour se rappeler qu'il pouvait encore être heureux sans eux. Cet exercice le préparait à d'éventuelles pertes et atténuait son attachement excessif aux choses extérieures. Il est important de comprendre que développer l'indifférence aux éléments extérieurs ne signifie pas renoncer à ses aspirations ni cesser de ressentir ses émotions naturelles. Cela signifie simplement remettre ces choses à leur juste place dans la hiérarchie des valeurs. Vous continuez à travailler avec assiduité,
à aimer profondément et à viser le meilleur, mais vous le faites avec un détachement intérieur qui préserve votre paix intérieure. En maîtrisant ce principe, nous devenons beaucoup moins manipulables. L'opinion des autres perd son emprise sur nous. Les pertes matérielles, aussi désagréables soient-elles, ne nous anéantissent pas. Les changements de circonstances ne nous déstabilisent pas. Nous développons une sorte d'ancrage intérieur qui nous maintient stables même lorsque les tempêtes extérieures s'intensifient. Et cela nous amène naturellement au principe suivant: pour être prêt à affronter sereinement toute situation, il est essentiel de s'entraîner à l'avance. Tout comme un athlète s'entraîne pour le jour J, nous devons préparer notre esprit aux défis qui nous attendent. Principe 3, visualisation négative. C'est précisément dans les moments de sécurité que le cœur doit se préparer au temps d'adversité. Ces mots de Sénèque résument parfaitement l'essence du troisième principe stoïcien, la premeditatio malorum, ou préméditation des maux. À première vue, cela peut paraître paradoxal, surtout pour ceux qui souffrent déjà d'anxiété. Après tout, ne nous dit-on pas toujours de penser positivement et de ne pas s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner? Pourtant, l'exercice stoïque est fondamentalement différent de l'anxiété anticipatoire qui sape notre énergie et détériore notre santé mentale. La préméditation du mal n'est pas une invitation au pessimisme, mais plutôt un exercice stratégique de préparation mentale. C'est comme le pompier qui simule régulièrement des situations d'urgence non pas pour souhaiter un incendie, mais pour être parfaitement préparé au cas où, et non si, un incendie se déclare. Voici comment procéder: prenez quelques minutes le matin pour visualiser calmement les défis potentiels de la journée. Vous avez peut-être une réunion importante? Imaginez-vous confronté à des objections difficiles ou à des problèmes techniques. Vous attendez peut-être les résultats d'un examen médical? Imaginez-vous recevoir une mauvaise nouvelle. Ou pensez simplement aux désagréments du quotidien, embouteillages, délais serrés, conflits interpersonnels. En faisant cet exercice, il ne s'agit pas d'anticiper le pire avec anxiété, mais de se dire, cela pourrait arriver, et si cela arrive, je suis prêt à y faire face. J'ai visualisé ce scénario dans ma tête et je sais que je peux l'affronter avec vertu et résilience. Sénèque expliquait, ce qui blesse instruit. En nous exposant mentalement aux difficultés avant qu'elles ne surviennent, nous éliminons l'effet de surprise qui amplifie souvent nos réactions émotionnelles négatives. Le philosophe comparait cela à un soldat s'entraînant en temps de paix: les exercices peuvent être inconfortables, mais ils le préparent au véritable champ de bataille. Un aspect fascinant de ce principe réside dans sa concordance avec les techniques modernes de thérapie cognitivo-comportementale. Les thérapeutes ont souvent recours à elles, exposition imaginaire, pour aider les personnes souffrant de troubles anxieux à se désensibiliser à leur peur. Les neurosciences montrent que notre cerveau se reconfigure lorsque nous visualisons de manière répétée des scénarios difficiles et nos réactions vertueuses face à ceux-ci. Prenons un exemple concret: imaginez que vous ayez peur de parler en public. La prévoyance stoïque consisterait à vous visualiser en train d'oublier des parties de votre discours, d'affronter un public hostile ou de commettre une erreur embarrassante. Mais c'est crucial, vous ne vous arrêteriez pas là. Vous visualiseriez également comment vous réagiriez à ces défis avec courage, authenticité et présence d'esprit. Cet exercice est efficace car, lorsque l'événement se produit, votre cerveau se dit: j'ai déjà vu ça. Je connais ce territoire. Je sais comment m'y retrouver. Il en résulte une réduction significative de l'anxiété et une meilleure capacité à rester présent et centré face à l'adversité. L'avantage de la préméditation réside dans le fait qu'elle nous aide à développer ce que les psychologues modernes appellent la tolérance à l'inconfort, la capacité à affronter les situations difficiles sans se laisser submerger. Plus nous pratiquons cet exercice, plus nous découvrons que nous pouvons gérer bien plus que ce que nous pensions initialement possible. Il est toutefois important de noter que ce principe fonctionne en harmonie avec les deux précédents. Nous ne préméditons que sur ce qui échappe à notre contrôle, principe 1, et ce, afin de développer une indifférence à ces éléments extérieurs, principe 2. Ensemble, ces trois principes contribuent à construire une force mentale capable de résister aux tempêtes émotionnelles de la vie. En cultivant cette pratique, nous commençons naturellement à envisager nos problèmes sous un angle plus large. Nous réalisons que nombre de nos craintes ne sont pas aussi catastrophiques que notre imagination le laisse entendre. Cela nous amène au principe stoïcien suivant, la perspective cosmique, qui nous aide à replacer nos inquiétudes dans un contexte beaucoup plus large. Principe 4, perspective cosmique. Observez le mouvement des étoiles comme si vous tourniez avec elles. Considérez constamment la transformation des éléments les uns en les autres. De telles perceptions vous purifient des impuretés de la vie terrestre. Ces mots de Marc Aurèle,
écrit dans son journal intime il y a près de 2 millénaires, nous introduisent à l'un des exercices mentaux les plus puissants du stoïcisme, la perspective cosmique, ou ce que les érudits appellent la « vue d'en haut ». Essentiellement, ce principe nous invite à sortir momentanément de notre perspective limitée et à contempler notre situation d'un point de vue considérablement élargi, comme si nous observions la Terre depuis l'espace, ou si nous étions témoins du flux des siècles et des millénaires plutôt que simplement du moment présent. Imaginez un instant que vous puissiez vous élever au-dessus de votre vie actuelle ou au-dessus de votre ville, de votre nation, voire de la planète et observer votre situation actuelle d'un point de vue cosmique. De là-haut, qu'est-ce qui vous semble si important maintenant ? La dispute d'hier, le rejet essuyé, la facture impayée, l'opportunité manquée, comment ces choses apparaissent-elles vues du point de vue des étoiles ? Il ne s'agit pas simplement d'une stratégie de minimisation, il ne s'agit pas de dire « mes problèmes n'ont pas d'importance ». C'est une pratique de contextualisation qui nous aide à voir nos difficultés dans leur véritable dimension. C'est comme zoomer sur une caméra, soudain, nous voyons non seulement le détail qui nous tracassait, mais la situation dans son ensemble. Marc Aurèle pratiquait régulièrement cet exercice. Dans ses méditations, il écrivait « Pensez à l'immensité du temps passé et à venir. Comparez à cela, combien votre existence est petite, et combien d'insignifiant est le petit coin où elle se déroule. » Pour un empereur qui portait le poids d'un empire sur ses épaules, cette perspective était un outil essentiel pour préserver sa raison et sa sérénité. Cette pratique présente des similitudes remarquables avec les techniques contemporaines de pleine conscience et de méditation. En élargissant notre conscience au-delà de nos préoccupations immédiates, nous ressentons un soulagement proche de ce que les bouddhistes appellent le « non-soi », la compréhension que nous ne sommes pas seulement nos préoccupations momentanées. Voici un exercice pratique, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par un problème, essayez ce zoom mental progressif. Imaginez d'abord à quoi ressemblera le problème dans une semaine. Puis dans un an. Puis dans 10 ans. Continuez à élargir, à quoi ressemblera-t-il dans un siècle ? Un millénaire ? À l'échelle de l'univers ? À mesure que votre perspective s'élargit, remarquez comment l'intensité émotionnelle du problème diminue souvent. Ce principe est particulièrement efficace pour faire face au rejet, à l'échec et à la déception. Quand on considère le nombre de personnes qui ont vécu, les luttes menées, les larmes versées tout au long de l'histoire de l'humanité, notre propre expérience s'inscrit dans un schéma universel au non moins significatif, mais certainement moins singulier et isolé. Une perspective cosmique non seulement atténue nos souffrances, mais nous relie aussi à quelque chose de plus grand. Les stoïciens avaient une vision profondément intégrée du cosmos, ils croyaient que tout était interconnecté et que chaque être humain faisait partie d'un tout plus vaste. Cette vision fait fortement écho aux découvertes modernes sur l'interdépendance de la vie sur Terre et de la matière dans l'univers. En pratiquant régulièrement cet exercice, nous développons ce que les psychologues modernes appellent la décentration, la capacité d'observer nos expériences sans nous y fondre complètement. Ce détachement sain nous permet de réagir aux situations avec plus de clarté et moins de réactivité émotionnelle. Comme l'a observé le philosophe et psychologue William James, la plus grande révolution de notre génération est la découverte que les êtres humains, en changeant leurs attitudes intérieures, peuvent changer les aspects extérieurs de leur vie. La perspective cosmique est précisément l'un de ces puissants changements d'attitude intérieure. En développant cette capacité à élargir notre perspective, nous commençons naturellement à accepter plus pleinement les événements qui surviennent. Nous réalisons que nombre de nos résistances sont vaines et qu'il est sage d'accepter le cours de la réalité telle qu'elle se présente. Cette compréhension nous conduit directement au principe stoïcien suivant, l'acceptation de l'instant présent. Principe 5, l'acceptation du moment présent. Ne cherchez pas à ce que les événements se déroulent comme vous le souhaitez, mais désirez qu'ils se déroulent comme ils le font, et votre vie s'écoulera harmonieusement. Ce conseil d'Épictète résume l'essence du 5e principe stoïcien, l'acceptation de l'instant présent. Bien que le terme « amor fati », amour du destin, ait été popularisé plus tard par Friedrich Nietzsche, l'idée d'embrasser pleinement la réalité telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit est au cœur de la pratique stoïcienne. Soyons clairs d'emblée, l'acceptation n'est pas une résignation passive ni un abandon. Il ne s'agit pas de croiser les bras face à l'injustice ou à la souffrance et de dire « c'est comme ça ». Il s'agit plutôt d'un engagement lucide et actif avec la réalité telle qu'elle est. C'est la reconnaissance que lutter contre ce qui est déjà arrivé, c'est lutter contre la réalité elle-même, une bataille que nous sommes voués à perdre. Pensez à toutes les fois où votre résistance intérieure à un événement déjà survenu n'a fait que prolonger votre souffrance. Ce retard déjà survenu. Cette opportunité déjà manquée. Cette parole déjà prononcée. Combien d'heures, de jours,
voire d'années de notre vie avons-nous gaspillé en résistance vaine à ce qui est, tout simplement? Les stoïciens établissent une distinction claire entre ce que nous pouvons changer, nos jugements, nos intentions et nos actions, et ce qui est déjà déterminé, événements passés, circonstances présentes. Ils nous invitent à concentrer notre énergie sur le premier et à accepter le second. Un exemple concret, vous avez prévu un pique-nique il y a des semaines, et le matin même, il commence à pleuvoir à verse. La réaction non stoïque serait de vous rebeller intérieurement contre ce fait, de ruminer votre malchance, de la comparer à la journée ensoleillée d'hier, d'imaginer à quel point elle aurait été parfaite s'il n'avait pas plu. La réaction stoïque serait de reconnaître immédiatement, il pleut. C'est la réalité à laquelle je dois faire face maintenant. Et, à partir de cette acceptation, vous pourriez décider de reporter le pique-nique, de le déplacer à l'intérieur ou d'en faire une autre activité tout aussi agréable. La résistance au présent est à l'origine d'une grande partie de nos souffrances psychologiques. En insistant sur le fait que la réalité devrait être différente, nous créons une dissonance intérieure qui se manifeste par du stress, de l'anxiété et de la frustration. L'acceptation, en revanche, aligne notre esprit sur le flux de la réalité, réduisant ainsi considérablement les frictions internes. Un exercice efficace pour développer cette acceptation consiste à s'exercer à dire « cela se passe exactement comme prévu ». Il ne s'agit pas de dire que tout arrive pour une raison prédéterminée ou par un plan divin. Les stoïciens avaient des points de vue différents sur le déterminisme et la providence. Nous reconnaissons simplement que ce qui se passe est la seule issue possible de toutes les causes et conditions qui l'ont précédé. Épictète, qui vécut comme esclave avant de devenir philosophe, était particulièrement conscient du pouvoir transformateur de l'acceptation. Il écrivit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez ». Dans sa propre vie, il trouva la liberté intérieure même lorsque sa liberté extérieure lui était refusée, un puissant témoignage du potentiel libérateur de ce principe. L'acceptation nous libère également du fardeau de vouloir contrôler l'incontrôlable. Comme l'observe le psychologue moderne Carl Rogers, la vie est curieusement façonnée par le fait que lorsque nous nous acceptons tels que nous sommes, nous pouvons changer. Il en va de même pour notre rapport à la réalité, c'est précisément lorsque nous cessons de résister que nous trouvons l'espace d'une réponse créative et constructive. Ce principe trouve un fort écho dans les pratiques contemporaines telles que la pleine conscience et les thérapies basées sur l'acceptation. Les données scientifiques actuelles confirment l'intuition des stoïciens, l'acceptation réduit significativement la détresse psychologique et accroît notre capacité à agir efficacement, même dans des circonstances difficiles. En cultivant l'acceptation du moment présent, nous commençons à remarquer quelque chose d'important, une grande partie de notre souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de notre interprétation de ces événements. Un retard au travail n'est que cela, un retard, jusqu'à ce que notre esprit le qualifie de « terrible »,« injuste » ou « catastrophique ». Cette compréhension nous conduit naturellement au principe stoïcien suivant, la discipline du jugement. Principe 6, discipline du jugement. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les choses. Cette observation d'Épictète nous conduit au cœur du 6e principe stoïcien, la discipline du jugement. Pour les stoïciens, cette distinction fondamentale entre les événements et notre interprétation est la clé de la paix de l'esprit. Imaginez un instant, lorsque vous recevez un SMS disant « Il faut qu'on parle », que se passe-t-il dans votre esprit? Pour beaucoup d'entre nous, une cascade de pensées négatives s'installe automatiquement, « J'ai fait quelque chose de mal, je vais me faire virer, ma relation prend fin ». Ce torrent d'interprétation se produit si rapidement que nous remarquons à peine la différence entre l'événement, le SMS, et nos jugements à son sujet. Les stoïciens reconnaissaient qu'il existe un espace parfois microscopique, mais toujours présent entre le stimulus que nous recevons et notre réponse. C'est dans cet espace que réside notre pouvoir, celui d'examiner nos jugements automatiques et de décider de les approuver ou de les ignorer. Cette pause stoïque est une pratique transformatrice. Lorsqu'un événement survient, au lieu de réagir instantanément, vous créez délibérément un moment de suspension, comme si vous appuyiez sur un bouton de pause mentale. Durant cette pause, vous pouvez vous demander, quel jugement porte-je sur cette situation? Ce jugement est-il nécessairement vrai? Y a-t-il d'autres interprétations possibles? Par exemple, si un collègue ne vous rappelle pas, vous pourriez automatiquement penser, il m'ignore, il ne me respecte pas. La discipline du jugement vous inviterait à vous demander, peut-être est-il occupé par une urgence. Peut-être n'a-t-il pas reçu l'appel. Peut-être traverse-t-il une difficulté personnelle. Ou peut-être a-t-il simplement oublié. Cette pratique n'est pas seulement un exercice philosophique, elle repose sur de solides fondements neurologiques. En interrompant le schéma de réponse automatique, nous recablons littéralement nos voies neuronales.
la neuroplasticité ou la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions nous permet de remplacer progressivement nos réactions habituelles par des réponses plus réfléchies et plus judicieuses. Un exercice précieux pour développer cette discipline est de tenir un journal d'interprétations alternatives. Lorsque quelque chose vous contrarie, décrivez l'événement lui-même dans une phrase neutre et factuelle. Ensuite, listez au moins 3 interprétations différentes de cet événement, de la plus négative à la plus positive, en incluant des interprétations neutres. Cet exercice entraîne votre esprit à comprendre que tout événement peut être interprété de multiples façons. Marc Aurèle pratiquait cela constamment, comme le montrent ses réflexions, tout est comme vous le jugez. Vous avez le pouvoir d'effacer, à votre guise, toute impression qui perturbe votre esprit. Il comprenait que ce sont nos interprétations, et non les circonstances extérieures, qui déterminent notre état d'esprit. Cette discipline est particulièrement efficace pour gérer des émotions telles que la colère, la déception et l'anxiété sociale. La colère, par exemple, repose presque toujours sur un jugement, cette personne m'a intentionnellement et injustement blessé. En examinant ce jugement, nous découvrons souvent d'autres possibilités, la personne a peut-être agi par ignorance, par ressentiment, ou simplement parce qu'elle avait une perspective différente de la situation. La thérapie cognitivo-comportementale moderne reprend fortement ce principe stoïcien dans son postulat central, nos pensées, jugements, créent nos émotions, et non les événements extérieurs. En modifiant nos pensées, nous pouvons transformer notre expérience émotionnelle, même lorsque les circonstances restent inchangées. Il est important de noter que la discipline du jugement n'a pas pour but d'éliminer toutes les émotions négatives, les stoïciens reconnaissaient que certaines réactions émotionnelles initiales sont naturelles et inévitables. L'objectif est de ne pas se laisser dominer par ces premières impressions, de ne pas les laisser déterminer nos actions et nos états d'esprit ultérieurs. Comme l'a observé Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Cette observation, formulée des milliers d'années après les stoïciens, réaffirme la sagesse intemporelle de ce principe. En développant la discipline du jugement, nous réalisons qu'une grande partie de ce que nous considérions comme la réalité objective n'était en réalité qu'une interprétation habituelle. Cette prise de conscience accrue nous libère de l'emprise que nos jugements automatiques exerçaient sur nous. Et cette liberté intérieure nous conduit naturellement au principe stoïcien suivant, l'autodiscipline comme voie vers la véritable liberté. Principe 7, l'autodiscipline comme liberté. Il est impossible à un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Par ces mots, Épictète nous introduit à l'un des paradoxes les plus profonds du stoïcisme, l'idée que la véritable liberté ne s'acquiert que par l'autodiscipline. Dans notre culture contemporaine, nous associons souvent la liberté à l'absence de contrainte, la possibilité de faire ce que l'on veut, quand on veut et comme on le veut. Les stoïciens proposent une vision radicalement différente, la véritable liberté est intérieure et née de la maîtrise de nos propres désirs, aversions et pulsions. Réfléchissez combien de fois sommes-nous dominés par nos propres impulsions ? Le désir d'approbation nous pousse à agir contre nos valeurs pour plaire aux autres. L'aversion à l'inconfort nous maintient dans des situations dont nous savons qu'elles seront néfastes à long terme. La poursuite du plaisir immédiat sabote nos objectifs à long terme. Dans ces situations, bien qu'apparemment libres, nous sommes intérieurement asservis. Sénèque l'a exprimé avec éloquence, qui donc est libre ? Le sage, maître de lui-même. Pour les stoïciens, cette autodiscipline n'était pas une forme d'abnégation punitive, mais un entraînement délibéré visant à renforcer ce qu'ils appelaient hégémonikon, la faculté rationnelle qui nous gouverne. Ce principe a de profondes applications pour notre santé mentale. Lorsque nous sommes dominés par nos réactions émotionnelles automatiques, nous vivons à la merci des circonstances extérieures. Notre paix intérieure devient l'otage d'événements que nous ne contrôlons pas. À l'inverse, en développant la maîtrise de soi, nous créons un noyau de stabilité qui demeure intact quoi qu'il arrive. Les stoïciens pratiquaient divers exercices pour renforcer cette autodiscipline. L'un d'eux était l'inconfort volontaire, s'exposer délibérément à des situations difficiles comme des douches froides, un jeûne intermittent ou dormir occasionnellement à même le sol. L'objectif n'était pas de s'automutiler, mais plutôt de développer ce que nous appelons aujourd'hui la tolérance à l'inconfort, c'est-à-dire la capacité à conserver son équilibre même lorsque les conditions sont loin d'être idéales. Musonius Rufus, le maître d'Épictète, expliquait « Nous devons entraîner le corps et l'âme, le premier par des exercices physiques, le second par des exercices philosophiques. » Il croyait que, tout comme un corps non entraîné devient faible et vulnérable à la maladie,
un esprit indiscipliné devient fragile et sujet aux troubles émotionnels. Un exercice pratique pour développer cette autodiscipline est ce que l'on pourrait appeler le retard intentionnel. Lorsque vous ressentez une forte envie de quelque chose, qu'il s'agisse de manger, de faire des courses, de consulter les réseaux sociaux ou de toute autre envie habituelle, accordez-vous un délai délibéré. Pendant ce temps, observez comment l'envie naît, grandit et finit par s'atténuer. Cet exercice renforce la capacité mentale à ne pas se laisser contrôler par des impulsions passagères. Ce principe stoïcien trouve des parallèles fascinants avec des concepts modernes comme l'antifragilité, terme inventé par Nassim Nicholas Taleb pour décrire les systèmes qui se renforcent lorsqu'ils sont exposés à des facteurs de stress. En nous exposant volontairement à de petites doses d'inconfort et de défis, nous développons une résilience mentale qui nous rend moins vulnérables aux inévitables difficultés de la vie. La science moderne confirme les bienfaits de cette approche. Les études sur la maîtrise de soi montrent systématiquement quel est un meilleur indicateur de réussite et de bien-être que l'intelligence ou le statut socio-économique. Épuisement de l'ego, l'idée que la volonté est une ressource limitée ou est remis en question, de nouvelles recherches suggérant que notre capacité d'autodiscipline peut être développée par une pratique régulière. Épictète, qui connaissait à la fois l'esclavage littéral et la liberté philosophique, résumait ce paradoxe, nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Cette intuition redéfinit complètement notre conception de la liberté, non pas comme la capacité de satisfaire tous ses désirs, mais comme la capacité de choisir ceux qui méritent d'être satisfaits. En pratiquant l'autodiscipline, nous développons progressivement ce que les stoïciens appelaient autarcie, une forme d'autosuffisance intérieure. Notre bien-être dépend moins des circonstances extérieures. Paradoxalement, en acceptant des limitations volontaires, nous élargissons notre liberté intérieure. Cultiver l'autodiscipline nous conduit naturellement au principe stoïcien suivant, la pleine conscience. Car pour maîtriser nos réactions, nous devons d'abord développer une conscience aiguë de nos processus mentaux automatiques. Principe 8, la pleine conscience stoïque. Imaginez-vous vous réveiller un matin et réaliser que vous n'êtes pas vos pensées. Que les voix du doute, de la peur et de l'autocritique ne sont que des visiteurs temporaires dans votre esprit. C'est l'essence même de la prosoque, la pratique stoïcienne de la pleine conscience qui peut transformer radicalement votre rapport à l'anxiété. Contrairement à la croyance populaire, la pleine conscience n'est pas une invention moderne ni exclusivement orientale. Les anciens stoïciens pratiquaient leur propre version il y a plus de 2000 ans. Alors que la pleine conscience bouddhiste recherche la vacuité et l'impermanence, la prosoque stoïcienne poursuit un objectif différent, entraîner l'esprit à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. La plupart de nos paroles et de nos actes sont inutiles. Éliminez-les et vous aurez plus de temps et de paix, enseignait Marc Aurèle. Cette sagesse reflète la puissance de la pleine conscience stoïcienne, observer les pensées sans s'y identifier, créant ainsi un espace précieux entre le stimulus et la réponse. La technique de l'observateur intérieur est particulièrement efficace pour ceux qui luttent contre les pensées intrusives. Imaginez-vous assis dans un théâtre, observant vos pensées tandis que les acteurs entrent et sortent de la scène. Vous n'êtes pas obligé de monter sur scène et de faire partie intégrante de la pièce. Vous pouvez simplement observer, reconnaître et laisser les pensées suivre leur cours naturel. Pour pratiquer la méditation stoïque, axée sur la séparation du soi et des pensées, réservez 5 minutes chaque jour. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et observez vos pensées surgir. Au lieu d'essayer de les réprimer ou de vous y perdre, remarquez simplement « je pense que je suis inadéquat » au lieu de « je suis inadéquat ». Cette subtile distinction linguistique crée une puissante séparation cognitive. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété, les ruminations obsessionnelles ou les pensées intrusives, cette pratique offre un refuge inattendu. L'esprit, tel un jardin, peut être cultivé. Les pensées, telles des graines portées par le vent, peuvent être observées sans nécessairement être plantées. À mesure que la prosoque s'approfondit, un sentiment croissant de liberté intérieure émerge. Les tempêtes émotionnelles persistent, mais vous découvrez que c'est peut-être le ciel qui les observe, et non la tempête elle-même. Principe 9, la vertu comme seul vrai bien. Dans une société qui vénère le succès, la richesse et la reconnaissance, les stoïciens proposent une idée révolutionnaire, il n'existe qu'un seul véritable bien, la vertu. Ce principe, peut-être le plus fondamental du stoïcisme, offre un puissant antidote aux montagnes russes émotionnelles de la vie moderne. Les 4 vertus cardinales aux sagesse, courage, justice et tempérance constituent la boussole morale qui guide le chemin stoïcien. La sagesse nous aide à discerner la vraie nature des choses. Le courage nous permet d'agir correctement malgré la peur. La justice nous guide à traiter autrui avec dignité et respect.
la tempérance nous enseigne la modération en toutes choses. Pourquoi les stoïciens considèrent-ils la vertu comme le seul bien véritable? Parce qu'elle est la seule chose que nous pouvons réellement contrôler. Fortune, santé, réputation et même relations peuvent disparaître en un clin d'œil. Comme l'observait Sénèque, nous devrions vivre comme si nous étions exposés au public. Non pas pour rechercher l'approbation, mais pour vivre en accord avec nos valeurs les plus élevées. Se concentrer sur la vertu agit comme un bouclier contre les déceptions extérieures. Lorsque votre estime de soi repose sur des actions vertueuses plutôt que sur des résultats, vous devenez invulnérable à de nombreuses formes de souffrance. Un refus de promotion, une rupture amoureuse ou une crise financière peuvent être douloureux, mais ils ne définissent pas votre valeur lorsque la vertu est votre critère. Imaginez deux personnes confrontées à un défi professionnel, la première est obsédée par le succès et la reconnaissance, la seconde aspire à agir avec intégrité et excellence, quel que soit le résultat. Lorsque le projet échoue, qui souffre le plus? Qui préserve sa dignité et sa paix intérieure? Exercice pratique, définissez vos vertus personnelles. Outre les 4 vertus cardinales, quelles sont pour vous des valeurs incontournables? L'honnêteté? La compassion? La curiosité? Dressez une liste et, pendant une semaine, évaluez chaque décision importante en fonction de ces vertus, et non des résultats escomptés. Ce simple changement de perspective de l'externe à l'interne, des résultats aux intentions peut transformer profondément votre estime de soi et votre raison d'être. Comme l'a écrit Épictète, ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le souhaites, mais désire qu'elles se passent comme elles se passent, et ta vie se déroulera harmonieusement. Application pratique quotidienne. La beauté du stoïcisme réside dans son côté pratique. Ce n'est pas une philosophie à admirer de loin, mais un ensemble d'outils à utiliser au quotidien, pour façonner progressivement un esprit plus résilient et une vie plus pleine de sens. La routine matinale stoïcienne offre une base solide. Commencez par une brève méditation contemplative, 5 minutes suffisent pour démarrer. Visualisez les défis potentiels de la journée et comment vous comptez y répondre vertueusement. Prenez ensuite quelques minutes pour tenir un journal, méditer sur une maxime stoïcienne ou répondre à des questions telles que « Qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui ? Comment puis-je exercer mes vertus dans les situations auxquelles je serai confronté ?» Ce processus de préparation mentale, appelé préméditatio malorum, préméditation des mots, n'est pas du pessimisme, mais du réalisme stratégique. Tel un athlète qui visualise la compétition avant d'entrer sur le terrain, vous préparez votre esprit à réagir avec sagesse, et non de manière impulsive. L'examen de conscience nocturne est tout aussi important. Avant de vous coucher, passez en revue votre journée, où ai-je bien appliqué les principes stoïciens? Où aurais-je pu faire mieux? Que ai-je appris? Ce rituel, pratiqué par Sénèque et Marc Aurèle, cultive la conscience de soi sans jugement excessif. Développer des mantras personnels basés sur les principes stoïciens peut servir d'ancrage en période de bouleversements émotionnels. Des phrases simples comme « Est-ce que je peux contrôler cela ?» ou « Qu'est-ce que la vertu exige en ce moment ?» peuvent rapidement recentrer l'esprit sur l'essentiel. Il est essentiel d'intégrer ces pratiques progressivement. Commencer par des attentes grandioses de transformation immédiate est contraire à l'esprit même du stoïcisme. Tel un arbre qui pousse lentement mais dont les racines sont profondes, une pratique régulière produit un changement durable. Des résistances surgiront où le cerveau lutte contre les nouveaux schémas de pensée, la routine quotidienne conspire contre les nouvelles pratiques. La réponse stoïcienne est simple, attendue, compréhensible, digne de patience. Le progrès est rarement linéaire. Pour créer votre propre programme d'entraînement mental stoïcien personnalisé, commencez par une seule pratique, et non plusieurs. Par exemple, la dichotomie du contrôle ou le bilan de la nuit. Après un mois, évaluez, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui reste difficile? Ajoutez ensuite un autre élément. Comme le disait Épictète, dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Au cours de ce voyage à travers les 9 principes stoïciens, nous découvrons non seulement une philosophie ancienne, mais aussi un ensemble d'outils intemporels pour appréhender les complexités de la vie moderne. De la dichotomie du contrôle à la pleine conscience stoïcienne, de l'amor fati à la vertu comme seul bien véritable, chaque principe offre une perspective unique pour transformer l'adversité en opportunité de croissance. Ce qui rend le stoïcisme si pertinent à notre époque anxieuse, ce n'est pas sa promesse de bonheur perpétuel, mais celle d'une dignité inébranlable face aux inévitables aléas de l'existence. Comme l'a observé Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, fortement influencé par le stoïcisme, lorsque nous ne pouvons changer la situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes.
commencez par des pratiques simples et constantes. Un moment quotidien de réflexion sur ce que vous pouvez contrôler. Une pause pour envisager d'autres perspectives. Un engagement à poser de petits gestes vertueux, quelles que soient les circonstances extérieures. N'oubliez pas que le stoïcisme est un cheminement, et non une destination. Il n'existe pas de stoïcien parfait, il n'existe que des pratiquants dévoués à différentes étapes du chemin. Comme l'écrivait Sénèque, nous apprenons non pas pour l'école, mais pour la vie. Je vous invite à partager votre expérience avec ces principes dans les commentaires. Lequel vous a le plus marqué? Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans la pratique? Merci d'avoir entrepris ce voyage philosophique avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir une notification dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Comme nous l'enseignent les stoïciens, la sagesse est plus précieuse lorsqu'elle est partagée, et la véritable croissance se fait en communauté. À bientôt dans la prochaine vidéo.